vaste sujet que l'organothérapie. On va essayer de démystifier cette thérapeutique. Beaucoup de personnes qui nous suivent ici régulièrement m'ont dit non, je suis désolée Sandrine, mais l'organothérapie, je ne peux pas, ce n'est pas pour moi. Donc on va en parler ce soir et merci à vous qui êtes là pour écouter ce sujet peut-être un peu sensible, mais vous verrez qu'il fait des magnifiques résultats dans la thérapie. Ah merci, je vois déjà qu'il y a des personnes qui marquent que c'est efficace. Oui, hein, quand on l'a essayé, on sait que c'est efficace. Donc après, on devient des grands prescripteurs, effectivement. Donc voici le sommaire. Donc nous allons parler du mode de fabrication, du mode d'action, la règle justement des dilutions, des posologies, qui est un peu différente de l'homéopathie classique, les contre-indications parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Et puis après, ce soir, la dernière fois, quand on avait parlé de l'organothérapie, on avait vu surtout des complexes. Ce soir, on va voir surtout les souches clés, les grandes souches clés en organothérapie. Donc les organes humains ou animaux, ils font partie de la thérapeutique depuis la plus haute antiquité. Déjà les Grecs, les Chinois, les Romains l'utilisaient. Donc ça n'est pas du tout une nouvelle thérapie. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est l'organothérapie? Eh bien, ce sont des extraits tissulaires sains. Je précise sains parce qu'on a aussi, c'est le contraire des nosodes. Les nosodes, c'est des tissus pathologiques ou des maladies. Par exemple, si on prend tuberculinum, qui est la tuberculose, ou par exemple psorinum avec la gale. Donc, c'est des tissus sains d'origine animale qui sont dilués et dynamisés selon le même principe de fabrication que l'homéopathie. Donc, l'étymologie du mot organothérapie, ça vient du grec ancien qui veut dire sarx, qui veut dire chair. Et donc, on l'appelle également, vous le trouvez sous un synonyme de sarcode, qui vient justement du grec. Je vais insister sur ce respect de l'animal parce que pour moi, il est important. Les souches d'organos, elles sont prélevées sur des animaux qui sont certifiés déjà sains, ça c'est important, et en conformité avec les règles du respect de l'animal. Donc, il n'y a absolument pas de maltraitance animalière, ce qu'on nous pose souvent comme question. C'est simplement un cochon qui doit aller, qui est dans la filière alimentaire, et puis c'est vrai, qui est sacrifié pour fabriquer des souches organothérapiques. Donc finalement, au lieu, pour les personnes qui mangeraient de la viande, eh bien c'est un cochon qui est sacrifié, mais ce cochon qui est sacrifié, eh bien il va permettre pendant 5 ans de fabriquer toutes les souches organo, on en a plus d'une centaine, 120, eh bien ça va permettre pendant 5 ans de fabriquer les souches organo, un seul cochon. Donc toutes les parties du cochon doivent être disséquées, vraiment c'est une personne qui sera sous loupe binoculaire, qui va découper les nerfs crâniens, qui va découper toutes les parties du cochon pour pouvoir vraiment utiliser chaque fois la partie qu'on a besoin au détail. Le document du cours, il va vous parvenir après. Je suis navrée, c'est le mode opératoire de Schmidt-Nagel. Alors, venons-en au mode de fabrication. Alors, si on compare à l'homéopathie, on va déjà voir l'homéopathie. L'homéopathie, on utilise des teintures mères qui peuvent être de plusieurs origines, principalement végétales, minérales et animales. Alors, si on prend par exemple des exemples de souches animales en homéopathie, eh bien, on a Apis mellifica, l'abeille, que l'on va donner contre les piqûres d'abeilles. On a également Cantharis, qui est la mouche espagnole. Donc là, on va prendre Apis, on prend l'abeille entière. Pour Cantharis, on va prendre la mouche entière. Alors là, c'est un peu particulier parce qu'on prend la mouche espagnole qui sera desséchée et puis ensuite qui sera mise en macération dans de l'alcool comme pour toutes les autres matières premières. Cantharis, vous le connaissez certainement, peut-être certains d'entre vous l'utilisent, peuvent me dire les indications principales de cette mouche espagnole. Elle a des vertus précises. Notamment, peut-être vous connaissez contre les problèmes de cystite, les brûlures, exactement, c'est ça. Et puis, c'est un grand remède de vessie. Oui, parfait, exactement, c'est très bien résumé.
Alors, si on compare avec le mode de fabrication de l'organo, ben, on utilise des teintures mères à base de tissus, d'organes ou de leur extrait d'origine animale dilué et dynamisé. Donc, finalement, c'est le même principe que l'homéo, mais simplement, on va prendre un organe ou une partie. Donc, on a par exemple l'exemple d'hépatine, qui est le foie. On a l'exemple de folliculinum, l'œstrogène. On a par exemple sépia, on a tendance à la mettre dans les souches homopathiques, mais finalement, c'est l'encre de sèche, c'est uniquement l'encre qui est utilisée. Et puis, on a par exemple lac caninum, on a aussi toute une série de lacs, si vous regardez le lac delphinum, le lait du dauphin, le lac félinum pour le lait de la chatte, et il y en a beaucoup d'autres dans la nomenclature. On a aussi peut-être vous connaissez les serpents, on a toute une série de serpents, Lachesis, Crotalus, Vipera, Elaps. Elaps, c'est le serpent corail. Tous ces serpents, par exemple, ils ont une bonne action sur la sphère vasculaire. Et bien là aussi, on pourrait considérer dans l'organothérapie. Aussi, Umbra grisea, certaines souches qu'on n'a même pas idée ce que c'est la sécrétion biliaire du cachalot. Donc là aussi, c'est de l'organo. Alors, au niveau du mode d'action, on va parler vraiment que c'est un régulateur biologique. Donc, son principe, c'est celui de la régulation de l'organe homologue du malade. Donc, l'organe, il agit, on va dire l'organe de porc, il agit sur l'organe humain. Donc, en tant que régulateur biologique. Vraiment, on peut comparer ça à une véritable cure de jouvence, l'organothérapie. En fait, ça active la régénération cellulaire, donc au niveau ça va permettre vraiment, finalement, de régénérer ces cellules. On parle du cycle cytotrophique, donc il y a toute cette régénération cellulaire qui se fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est finalement une cure de rajeunissement. Donc on parle aussi de la méthode qui fonctionne selon la loi de l'identité. Une substance à dose infinitésimale a une activité sur son propre métabolisme. Donc finalement, la spécificité tissulaire sur le plan immunitaire domine la spécificité d'origine. Donc c'est ce que je vous disais. Finalement, ça vient d'un porc et puis ça agit sur l'humain. Donc ça rejoint cette loi de l'identité. On retrouve d'autres méthodes comme celles de Schussler, les oligoéléments, l'isothérapie, etc. Eh bien, c'est le même principe de cette loi d'identité. Après, on dit, oui, l'organe, il agit sur l'organe, ça c'est clair. Si on prend, par exemple, on va voir ce soir des souches comme hépatine, le foie, bien sûr que ça va réguler le foie. Par contre, il y a bien sûr d'autres... c'est pas toujours juste de le dire, par exemple, pour les douleurs projetées. Donc, si on a, par exemple, une sciatique, eh bien, naturellement, qu'est-ce qu'on va donner comme souche pour une sciatique? Eh bien, on va donner, par exemple, on va donner disque lombaire, on va donner le nerf sciatique, on va donner le plexus lombaire sacral, qui regroupe le dermatome complet de la jambe. Donc, pour tout ce qui est, par exemple, douleur projetée, on ne peut pas vraiment dire que l'organe agit sur l'organe. Donc, il y a des exceptions à ça. Et puis, peut-être encore une chose que je vous dis par rapport aux souches, n'hésitez pas à vous renseigner ce que c'est. Parce que, par exemple, il y a eu 2-3 souches qui peuvent porter à confusion. Je pense par exemple à l'amygdale. Et d'ailleurs, c'est malencontreux, mais ils ont mis un S à amygdale, alors que j'ai vraiment contrôlé. C'est vraiment l'amygdale du cerveau, donc c'est pas au pluriel. Et puis, donc ça ne concerne pas les tonsilles palatines, qu'on appelle communément amygdale. C'est vraiment l'amygdale dans le cerveau. Le tissu capillaire aussi, parfois on me dit, c'est les cheveux. Non, c'est le tissu vasculaire. On a aussi le nerf moteur, c'est le nerf oculomoteur, ça ne serait pas des nerfs moteurs. Donc, n'hésitez pas à demander des précisions si besoin sur ces souches. Alors, on va passer à la règle des dilutions. Donc ça, c'est les règles de dilution classiques en homéopathie. Les basses dilutions, 4, 5 CH, elles ont une action stimulante.
vous connaissez justement les souches comme l'accaninum, hein, on vient d'en parler, le lait de chienne, ou Ricinus communis, hein, qui vont augmenter la quantité de lait de la maman. Donc, on va lui donner une basse dilution pour stimuler. Et puis, si la maman veut stopper la lactation, eh bien, on va partir sur des hautes dilutions. On va donner pendant 3 jours du 30 CH. Et ça va permettre, si par exemple elle veut se sevrer, eh bien, ça va permettre de tarir le lait. Ces règles-là, en organothérapie, elles sont un tout petit peu différentes. Il n'y a pas grande différence. Max Tetto, hein, c'est un des précurseurs de l'organothérapie, il disait bien l'organe en basse dilution stimule, l'organe en haute dilution freine. Il parlait exactement comme pour l'homéopathie. Et puis depuis, on a pu remarquer, on a notamment le docteur Henry qui utilise beaucoup l'organothérapie et il a pu démentir ceci en disant effectivement, les proving, ils restent très fragmentaires pour les hautes dilutions et les meilleurs résultats que l'on a, c'est vraiment avec les basses dilutions. Donc, basse dilution entre 4D et 10D, pour donner une idée, hein, du 10D, ça correspond à du 5CH. Donc, idéalement, on essaye toujours de rester dans ces dilutions-là et c'est là qu'on a les meilleurs résultats pour activer justement l'organe en question. Après, il y a certains, hein, vous verrez, il y a certains médecins qui prescrivent ou thérapeutes qui prescrivent, par exemple, pour les troubles de la thyroïde, hein, en cas d'hypothyroïdie, ben, ça marche très bien. On va donner thyroïdinum en basse dilution, en 4CH, là, on a des très bons résultats. Certains vont donner pour l'hyperthyroïdie, justement, thyroïdinum en 30CH. Alors, c'est pas que ça marche pas, mais c'est moins flagrant. On arrivera moins à réguler qu'avec un problème d'hypothyroïdie. Donc après, souvent, on va l'associer avec un autre traitement. Par exemple, on a l'iodome, hein, qui marche très bien pour l'hyperthyroïdie. On va l'associer, puis ça fonctionnera. Mais on ne peut pas dire que c'est aussi, les résultats sont aussi probants avec ces hautes dilutions qu'en basse dilution. Au niveau de la posologie, donc l'organos se prescrit souvent en gouttes. Maintenant, il est tout à fait possible de donner sous d'autres formes, hein. On peut donner en granules, en globules, vous devez demander des ampoules, c'est un peu plus onéreux, mais c'est tout à fait possible. En trituration, vous pouvez faire des suppositoires d'organos, ce que vous voulez. La forme galénique, finalement, n'a pas tellement d'importance, c'est le support. Donc, si on part pour les gouttes, souvent, on va donner un traitement de 10 gouttes matin et soir. Et puis, alors, c'est là aussi que c'est différent de l'homéopathie, c'est qu'il faut, comme c'est un régulateur biologique, on doit le prendre tous les jours. Et ça, c'est important d'insister auprès de vos patients, de ne pas se décourager. L'effet, il ne va pas être tout de suite comme une souche homéo qu'on va donner, puis finalement, waouh, il y a l'effet, ça, tout de suite, on voit l'effet. Ben non, c'est pas comme ça avec l'organothérapie, il faut être un peu plus patient. Et puis, on dit minimum 3 semaines de prise pour vraiment sentir des réels effets, notamment sur des douleurs. Donc, on va proposer de prendre donc 10 gouttes matin et soir, ce qui fait 20 gouttes par jour. 20 gouttes par jour, ça correspond à 0,5 ml, donc c'est facile de calculer qu'un flacon de 30 ml, ça correspond à 2 mois de traitement. Donc, c'est relativement économique. On conseille donc de 2 à 4 mois, et puis après, on fait une fenêtre thérapeutique qui peut être de 6 à 8 semaines. Et puis, une fois que, par exemple, les douleurs reviendraient, on recommence le même traitement durant la même durée. Je vais répondre aux questions parce que excusez-moi, j'ai oublié de regarder les questions. Alors, organothyroïde peut donner à une personne sur médicaments thyroïde. On reste prudent, justement, les personnes qui sont sous traitement, on reste prudent. Après, c'est possible, mais il faut vraiment adapter et puis peut-être, voilà, en parler au médecin. C'est quand même plus prudent. Parce qu'après, ça pourrait faire un peu des variations. En général, c'est plutôt des personnes qui vont parler à leur médecin et puis peut-être qu'ils vont être conscientes qu'il faudra peut-être faire une adaptation du traitement allopathique. Alors, on a quelques contre-indications, un petit peu plus qu'en homéopathie classique, ça c'est vrai. Alors, quelles sont les contre-indications? Eh bien, c'est notamment les allergies ont poussé, hein, par exemple le problème d'eczéma, l'urticaire, parce que ça pourrait faire flamber. L'allergie, c'est une réaction exagérée, hein, de l'organisme face à des substances étrangères, hein, un allergène.
Ça peut être une poussière, un pollen ou autre. Et puis, donc, du coup, les taux d'anticorps, ils sont trop élevés. Donc, si on amène l'organothérapie, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va amener des nouveaux antigènes avec ces souches, et puis finalement, ça surstimulerait le système immunitaire, puis qui est déjà finalement emballé. Donc, on va éviter de faire cette surstimulation immunitaire. Et puis, c'est la même chose avec les maladies auto-immunes, on est prudent, et puis c'est surtout lors des poussées. Hein, ça ne veut pas dire que c'est contre-indiqué totalement, c'est simplement qu'on va faire attention comment le donner, et puis justement éviter de le donner, par exemple, pour une polyarthrite rhumatoïde, on ne va pas donner lors des poussées, mais peut-être qu'en dehors des poussées, c'est possible de réguler avec l'organothérapie. Et puis, donc, lors des cancers, on est aussi prudent, et surtout, finalement, quand sur l'organe qui est atteint. Donc, par exemple, s'il y a un cancer du foie, eh bien, on va pas donner hépatine. Parce que là, encore une fois, ça pourrait faire flamber plutôt le cancer. Alors là, excusez-moi, j'ai pas vu qu'il y avait des questions. Alors, attendez, je vais essayer de remonter là les questions pour les voir. Les problèmes de dilution qui ne sont pas toujours disponibles en stock, effectivement. L'organothérapie, c'est encore une fois, c'est comme l'inozote, c'est compliqué à obtenir au niveau des autorisations de Swissmedic. Et puis parfois, effectivement, il y a des basses dilutions que momentanément, en tout cas, on n'a plus. Ça, c'est vrai. Donc après, ce que je vous propose en tant que thérapeute, prescripteur, d'indiquer sur votre conseil thérapeutique de mettre 4CH et puis de mettre en parenthèse ou première dilution délivrable. Comme ça, le laboratoire et puis la pharmacie, au moment où ils commandent, eh bien, si le 4CH elle n'est pas disponible, eh bien, ils vont pouvoir directement remplacer par la première dilution qui est délivrable. Pour une personne qui a le syndrome de Vidal et qui a en permanence des oreilles qui coulent depuis des années avec des polypes qui sont régulièrement enlevés chez l'oreille, serait-il de donner de l'organothérapie? Oui, alors bien sûr, là, ça serait une possibilité de donner l'organothérapie. Oui, tout à fait. Alors, il y a plus de 120 souches, l'organothérapie, ce qui est énorme. Donc, il y a vraiment un panel. Vous pouvez demander, vous pouvez même trouver donc si vous téléchargez la nomenclature sur le site internet, vous trouvez l'onglet organothérapie. Puis là, vous allez trouver toutes ces souches. Il y a des souches extrêmement précises. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser à choisir la souche précise qu'il faut ou les souches précises qu'il faut en fonction de cette nomenclature. Alors, maintenant, on va passer aux quelques souches clés en organothérapie. La première que l'on va voir, c'est le diencéphale. Donc, il y a plusieurs synonymes. Toujours, je vous les note si jamais vous voulez les connaître ou si justement, parfois, des fois, selon les prescriptions que vous avez, si vous travaillez en pharmacie, vous vous dites est-ce que c'est la même chose? Voilà, c'est bien d'avoir parfois les synonymes. Donc, finalement, un tout petit rappel anatomique, cette partie du cerveau, elle comprend plusieurs parties. Il y a le thalamus, qui est le principal relais des informations sensitives et qui est le régulateur des fonctions motrices. On a l'hypothalamus, dont l'hypophyse, qui est vraiment ce chef d'orchestre de nombreuses fonctions autonomes grâce à la libération d'hormones. On a le sous-thalamus qui comporte des noyaux qui ont un rôle dans la motricité extra-pyramidale qui peut être intéressant dans la maladie de Parkinson. Et puis, on a l'épithalamus dans la glande pinéale, ce qu'on appelle aussi l'épiphyse, qui est vraiment le régulateur du cycle veille-sommeil par l'intermédiaire de la sécrétion de la mélatonine. Et puis, qui est aussi impliqué dans l'olfaction. Donc, vous pouvez donc obtenir la souche diencéphale qui contient toutes ces parties, mais c'est également aussi possible de commander plus précisément, justement, si vous voulez, pour un problème d'olfaction, eh bien, vous pouvez très bien de faire une composition avec l'épithalamus, avec le nerf olfactif. Ça, c'est tout à fait possible de prendre uniquement la partie du diencéphale qui vous intéresse. Alors, donc, du coup, c'est
partie du cerveau, c'est vraiment un véritable chef d'orchestre, hein, comme on le disait, et puis ce qui va permettre de réguler, d'amener en homéostasie le corps, ce qui fait vraiment une souche clé, et puis on va la trouver dans toutes les pathologies du système neurovégétatif. Donc les troubles psychosomatiques, les troubles du sommeil, les troubles de l'humeur, dépression légère, hein, je précise toujours que c'est un traitement adjuvant. Donc, ça veut dire qu'une personne, par exemple, sous antidépresseur, aurait la possibilité de prendre à côté. On ne va pas la faire arrêter son traitement classique, on en est bien conscient. Mais ça permet aussi, une fois qu'elle va se sevrer, eh bien, avec la souche, de pouvoir prendre le relais. Donc, il faut commencer le diencéphale avant l'arrêt. Hein, comme l'effet n'est pas tout de suite, on va la donner déjà pendant qu'elle prend son antidépresseur. Et puis comme ça, une fois qu'elle va commencer à diminuer les doses, eh bien, il y aura ce diencéphale, cette souche régulatrice qui va prendre le relais. Là, je vous mets les associations possibles. Il y en a bien sûr plein d'autres. Hein. On a thyroïdinome, justement, c'est dans les cas de troubles de la thyroïde, surrénine, zone limbique. Donc, il y a donc, zone limbique, hein, c'est ce qu'on dit que ça signifie frontière. Hein. Le système limbique, c'est vraiment l'interface entre la vie cognitive et la vie végétative. Donc, elle comprend des structures qui reçoivent des informations de diverses régions du cerveau, contribue notamment à la mémoire, à l'apprentissage, aux émotions. Donc, cette souche, elle peut être très intéressante. Et puis, cortex cérébral aussi, hein, pour la perception sensorielle, la motricité, la mémoire, le langage. On dit aussi hein, que le cortex cérébral, il a une action sur la prise de décision. Donc, selon les pathologies que l'on va cibler, eh bien, on peut mettre la souche organo qui correspond. On a aussi justement avec l'amygdale, hein, on peut très bien donner pour les chocs post-traumatiques, hein, comme c'est vraiment cette amygdale du cerveau, hein, c'est ce qui déclenche la réaction de peur. Eh bien, pour un choc post-traumatique, on peut donner la souche amygdale. On peut conseiller aussi lors de la prise de médicaments neuroleptiques. Oui, ça pourrait effectivement tout à fait être donné à côté. Il n'y a pas tellement de contre-indications avec les médicaments allopathiques. Peut-être, voilà, bien sûr, comme on disait, pour la thyroïde, on va quand même surveiller, mais autrement, il n'y a pas tellement de contre-indications, effectivement. Bienvenue à ceux qui arrivent. Alors, on va passer à une autre souche clé, eh bien, c'est hépatine, hein, le foie, donc qui va exercer un effet régulateur sur les fonctions hépatiques. Donc, on va donner cette souche pour les problèmes d'insuffisance hépatique, pour les problèmes d'hépatite, cirrhose, les stéatoses hépatiques, hein, cette accumulation de triglycérides dans les cellules hépatiques. Et puis là aussi, on va pouvoir faire, hein, pour toute la sphère hépatodigestive, eh bien, on va pouvoir faire des associations possibles avec la souche, par exemple, estomac, pancréas, vésicule biliaire, canal cholédoque, canal cystique. On a même il y a toutes les souches aussi au niveau des intestins. Hein. On a côlon muqueuse, hein, ça correspond au côlon total. On a le côlon sigmoïde, on a l'intestin grêle. Vous pouvez essayer. Il y a aussi la muqueuse gastro-duodénale qui est disponible, hein, qui comprend le pylore, qu'on peut par exemple donner pour les problèmes d'hernie hiatale. Donc, il y a vraiment une grande possibilité de jongler avec ces souches. Alors, combien de temps il faut prendre l'organothérapie? Alors, justement, on fait, pour réguler, hein, cette régulation, elle doit se faire, on dit environ 3 mois. Donc, on va prendre environ entre 2 et 4 mois selon les pathologies. Et puis ensuite, on va faire une fenêtre thérapeutique de 6 à 8 semaines. Et puis après, on va relancer à nouveau pour une même durée, une deuxième cure. Et puis là, on va passer à la souche œil. Donc ça, c'est l'œil total, hein, qui est pris. C'est vraiment le tissu oculaire dans son entier. Donc là, ça va être vraiment aussi pour énormément de pathologies oculaires, toutes ces affections dégénératives, inflammatoires ou infectieuses de l'œil. Hein, donc là, on est à large spectre.
Donc, on va pas pouvoir, par exemple, donner pour la DMLA, du problème de rétinite. On va pouvoir donner pour la conjonctivite, le glaucome. Pour le glaucome, peut-être si vous aviez suivi, on en avait parlé lors de la dernière fois, lors de notre dernier webinaire sur l'organo. Donc, comme ça touche le nerf optique, ben, on va mettre justement dedans, on va mettre œil, on va mettre nerf optique, on va mettre le tissu capillaire pour la vascularisation, et puis on va mettre diencéphale naturellement et hépatine. Hépatine, c'est la souche qu'on vient de voir du foie qui est toujours aidante pour toutes les pathologies oculaires. Donc, ça, c'est nos amis les Chinois qui nous l'ont bien appris. Donc là, il y a possibilité sans problème de mettre 5, 6 souches dans un mélange. Aucun problème. Alors, pour la DMLA, oui, alors naturellement que on ne va pas pouvoir revenir en arrière, mais on va pouvoir, en tout cas, essayer de stabiliser au mieux. Donc ça c'est vraiment pour la DMLA, c'est des traitements, il faut vraiment le renouveler. On conseille de faire justement ces cures. Si vous faites une cure de 2 mois, eh bien, il faudrait faire, après une fenêtre thérapeutique de 6 semaines, et vous recommencez toujours à reprendre pendant 2 mois. Donc, on peut très bien 3-4 fois par année renouveler cette cure. Alors maintenant, on passe au rein. Vous voyez que ça c'est finalement facile. On peut déjà imaginer pourquoi est-ce qu'on va donner la souche rénine. Eh bien, elle va exercer un effet régulateur sur les fonctions rénales. Donc, en cas de pathologie rénale fonctionnelle ou inflammatoire, alors on pourra, par exemple, la donner en cas de pyélonéphrite. Alors, je suis complètement consciente qu'il faudra naturellement, certainement un antibiotique pour une telle pathologie. Mais par contre, après, ça sera intéressant aussi de continuer à prendre la souche rein, finalement, pour renforcer cet organe qui a été un peu en souffrance. Donc là, c'est vraiment intéressant. Les insuffisances rénales légères, je mets légères parce que dans les insuffisances rénales graves, effectivement, là, on ne peut pas se permettre non plus d'utiliser l'organothérapie. Et puis alors là, il y en a aussi des associations possibles, notamment avec, oui, pour les fuites urinaires, là je vois. Bonsoir Asuka, bonsoir Julie. Alors voilà, pour les calculs rénaux, tout à fait. Alors, si vraiment la personne elle est dans une crise aiguë, ça va être trop long, réguler avec l'organo. On va plus facilement partir sur des souches clés en homéopathie pour, par exemple, une crise de calcul. Mais effectivement, si la personne elle est sujette, bien après, on va pouvoir réguler en lui donnant de l'organothérapie. Et puis pour les fuites urinaires, ben effectivement, justement, on peut donner les sphincters de la vessie et qui peuvent effectivement aider avec la souche vessie, muqueuse urinaire. Donc après, il faut voir la raison des fuites, on est bien d'accord. Mais oui, alors ça, c'est tout à fait une indication qui est très intéressante avec l'organothérapie. Oui. Et puis pour la DMLA, voilà, on vient de le voir, peut-être c'est une personne qui arrive. Donc la DMLA, on en a parlé avant avec justement œil, tissu réticulo-endothélial qu'on va mettre aussi. On va justement, c'est le SRE qui est noté là. On va en parler juste après. C'est une des souches clés aussi au niveau de l'immunité. Et puis voilà. Alors en prévention aussi, voilà, vous savez que dans la famille il y a une hérédité par rapport à ça. Alors là, ça vaut la peine de prendre du fait que ça régule l'organe. Eh bien, prenez-le en prévention. C'est merveilleux en prévention. Oui. C'est même là que c'est le plus intéressant pour ces pathologies dégénératives, qu'une fois qu'on a commencé, c'est quand même compliqué à revenir en arrière. On va seulement pouvoir freiner. Et puis, on a la souche tissu réticulo-endothélial, c'est celle que je vous disais. Donc, cette souche, elle comprend les organes lymphoïdes primaires et secondaires, donc la moelle osseuse, thymus, qui sont les deux primaires, et puis les ganglions lymphatiques et la rate, donc qui sont les secondaires. Alors là, vous avez aussi plusieurs synonymes que vous allez trouver, soit système réticulo-endothélial, SRE, l'abréviation, ou tissu réticulo-endothélial.
Donc, c'est toujours la même souche. Et puis, cette souche, eh bien, elle est fabuleuse donc, parce qu'elle va exercer un effet immunomodulateur. Vous connaissez certainement la thymuline, hein, qui est, je dirais, presque plus connue que le tissu réticulo-endothélial. Eh bien, c'est presque dommage parce que le SRE, eh bien, c'est encore plus complet. Hein, comme vous le voyez, ça concerne vraiment tous ces organes lymphoïdes. Donc, on a vraiment des merveilleux résultats pour tout est fait pour réguler le système immunitaire. Donc, on va le donner, par exemple, pour les personnes qui ont aussi de l'herpès virus, qui ont besoin justement qui cherchent une solution pour éviter des récidives trop fréquentes. On a tendance à partir sur, effectivement, Thymuline, Vaccinotox, qui fonctionne très bien. Mais n'oubliez pas aussi, de temps en temps, le corps, il s'habitue de changer. Et puis là, vous pouvez très bien proposer l'organothérapie avec ce SRE. Oui, l'organo pour les enfants, ça peut tout à fait se donner dès le plus jeune âge. Il n'y a pas vraiment d'âge limite pour le donner. Après, un enfant en bas âge est généralement très bien, on va dire, équilibré s'il est en bonne santé. Mais par contre, effectivement, pour le SRE, eh bien, c'est une souche qui devrait se donner souvent pour ces enfants qui sont malades en hiver. Eh bien, de changer de la thymuline, donner le tissu réticulo-endothélial. Pour des lichens, voilà, et vraiment c'est une souche, et vous la retrouverez quand vous verrez, quand vous regardez les mélanges qui sont possibles, eh bien cette souche, elle est mise extrêmement souvent, hein, justement autant dans un problème de démêlat, de douleur articulaire, et bien finalement ce tissu réticulo-endothélial, il est partout, hein, c'est vraiment, ça correspond à un ensemble de cellules qui est disséminé dans l'organisme, naturellement principalement des organes lymphoïdes, donc on en a partout et il est vraiment utile partout pour le corps. Voilà, pour l'herpès labial, alors on peut donner le tissu réticulo-endothélial, puis à côté, ça n'empêche pas de donner ensemble avec le herpès, hein, herpès simplex 1 ou 2 selon le type de virus qu'a la personne. Donc c'est tout à fait possible de donner les deux en synergie. Donc voilà les principales indications, mais il y en a encore beaucoup d'autres pour le tissu réticulo-endothélial. Donc des infections ORL, les otites, les sinusites, les bronchites, toutes les infections virales, les états grippaux, tout ce qui est toutes les affections inflammatoires chroniques de l'appareil locomoteur, de l'appareil digestif, en dermatologie. Donc vraiment, c'est infini l'utilisation de cette souche. Il y a juste, voilà, on parlait avant, là on met pour les troubles du système immunitaire, allergie, on va éviter, comme on l'avait dit avant, quand on a regardé les contre-indications, de ne pas donner en cas de poussée, comme on l'a expliqué avant. Et puis également en traitement de soutien, donc dans les thérapeutiques lourdes. Alors là, encore une fois, on va faire attention, on ne va pas donner non plus, justement, comme on disait, hépatine si c'est un cancer du foie. Mais cette souche SRE peut se donner pour remonter l'immunité, notamment pour l'immunothérapie ou autre, c'est tout à fait possible. Et pour les femmes enceintes, oui, tout à fait, c'est aussi une souche il n'y a pas de contre-indication pour les femmes enceintes, du tout. Alors voilà encore quelques associations possibles. C'est vraiment la souche, je dirais, la plus prescrite en organo avec diencéphale. Si on a deux qui ressortent et qu'on devrait garder, eh bien c'est effectivement ces deux-là. Donc, pour l'ophtalmologie, on va justement l'associer à œil, comme on a vu, à la rétine ou nerf optique, c'est la partie qu'on voudra cibler. L'appareil locomoteur, si on fait une préparation avec les ligaments, il y a la souche ligament, il y a la souche articulation, il y a plusieurs possibilités. L'articulation du genou, par exemple. On peut même prendre la souche ménisque du genou. On peut souvent l'associer avec tendine, si l'os est touché, on peut mettre os total. Et puis, on va rajouter cette souche SR1. Pour l'appareil digestif, comme on l'a vu avant, en dermatologie et puis en gynécologie, on a énormément de souches aussi. J'ai même noté trompe de Fallope. Donc, tout ceci, vous les trouvez. Pour la leucémie, là, oui, alors je dirais prudence, parce que là, encore une fois, on va toucher
un peu le problème au niveau des globules, ça va être compliqué. Ça, je n'oserais pas donner l'organothérapie pour une leucémie. Ça, je pense qu'il faudrait vraiment le voir avec l'oncologue, hein. Et voilà, ça reste quand même des sujets délicats, hein, au niveau sanguin, hein, notamment avec cette souche SRE. Pour une fracture de la moelle épinière avec paralysie des membres inférieurs, oui, alors exactement, ça c'est possible, hein. Donc, justement, domaine vertèbre, os total, toutes ces souches-là sont pour une paralysie faciale aussi, justement, on va donner les nerfs crâniens, par exemple, hein, qui seront très utiles pour ça. Donc, il y a vraiment neuroborréliose, atteinte, j'ai pas le temps de lire, pour quelqu'un qui se torte dans la cheville, voilà, exactement. Alors là, on va donner la souche ligament, exactement. Et puis, alors, est-ce que le tissu réticuleux endothélial sera intéressant? En tout cas, ça va peut-être permettre justement pour le côté inflammatoire d'aider la personne. Donc, c'est tout à fait possible, oui. Donc, nous voilà déjà à la conclusion. Donc, l'organothérapie, ça se décline abondamment pour traiter vraiment beaucoup de pathologies. Donc, utilisez vos connaissances physiopathologiques pour fabriquer sur mesure, hein, vos propres formules. Et comme vous pouvez le constater, c'est plus simple que l'homéopathie. Il y a besoin de moins de connaissances. Donc, n'hésitez pas à jongler et aussi, vous pouvez justement me demander, pour les personnes que je n'ai pas vu toutes les questions parce qu'elles vont vite, je n'arrive pas des fois à suivre. Oui, rajouter muscles striés, il y a la souche muscle strié, donc c'est tout à fait possible de rajouter, oui. Eh bien, posez-moi la question sur le chat de 14h à 15h30. Parfois, je n'arrive pas à répondre à tout le monde en même temps, donc merci pour votre patience. Mais je finis toujours par répondre avec parfois un petit décalage. Sur le microbiote intestinal, vous pouvez donner l'organothérapie, toutes les souches qu'on a parlé, hein, notamment la souche colon-muqueuse, par exemple. Tout à fait, oui, oui. On trouve des personnes qui peuvent prescrire. Donc là, vous pouvez, en tant que thérapeute, hein, vous pouvez prescrire les souches d'organothérapie. Il n'y a pas de contre-indication. C'est comme l'homéopathie classique. Vous pouvez la trouver en officine, la commander en officine sur demande. Donc, j'espère que ça t'a donné envie et rassuré aussi sur cette thérapie qui finalement n'est pas si barbare que l'on pourrait le croire. La prochaine fois, on traitera les remèdes naturels pour les animaux. On va avoir plusieurs complexes et puis aussi des souches justement qui se trouvent dans ces complexes qui sont spécifiques pour les animaux, notamment pour les problèmes d'arthrose, les problèmes autant toutes les faiblesses des animaux urinaires, etc. N'hésitez pas à participer et je vous remercie pour votre écoute et votre participation pour ce soir. Passez une belle fin de soirée. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir. Merci pour vos retours. Bonne soirée à tous. Au revoir.